La République démocratique du Congo, pays conforme selon l'ITIE international. Le Premier ministre Matata Ponyo veut consolider cette sanction positive et aller plus loin avec les membres du gouvernement concerné. La société civile du Bandundu exige des sanctions pénales à l'endroit d'un de leurs pour avoir publié des images pornographiques via les réseaux sociaux. Elle a à cet effet déposé un mémorandum auprès de la MONUSCO Bandundu. Les détails dans cette édition. Antenne A, le journal John Ngomboa. Madame, Monsieur, bonsoir. Après la reconnaissance du conseil d'administration des litiers à Mexico, au Mexique, le comité exécutif des litiers RDC a été reçu ce mardi par le Premier ministre Matata Ponyo qui les a congratulés et surtout, il était question donc que la RDC poursuive sur cette lancée avec litiers. Jean-Louis Miosekama pour le commentaire. La décision du conseil d'administration de l'ITIE de déclarer la République démocratique du Congo pays conforme a fait l'objet de cette séance de travail présidée par le Premier ministre. Nous avons échangé sur le sujet, nous avons fait le point de tous les progrès qui ont été accomplis, qui ont mené à cette importante décision, mais nous avons surtout parlé des perspectives d'avenir, parce qu'il ne suffit pas d'obtenir la conformité, il faut la maintenir, la consolider et surtout aller de l'avant faire davantage de progrès. Mais en définitive, pays conforme à l'initiative de la transparence dans l'industrie extractive, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on est admis pays conforme à l'ITIE, cela constitue un label d'attractivité vis-à-vis des investisseurs. Ça signifie que le pays est jugé un pays suffisamment crédible par les partenaires techniques et financiers, par les pays amis. Et cela donne finalement plus de visibilité au pays en termes de sérieux dans la façon dont le pays est gouverné, tant du point de vue économique que du point de vue politique. Le ministre du Plan a également précisé que l'ITIE atteste ainsi du degré de dialogue entre la société civile, le gouvernement et les entreprises extractives. Valider les termes de référence de la thématique gouvernance politique, c'est l'objectif d'une rencontre organisée ce mardi à Kinshasa par le ministère congolais de l'Intérieur et les PNUD. C'est un reportage de Anne-Marie Ossite et Hugues Moussangilay. Les partenaires au développement, en croire les directeurs pays PNUD, fondent beaucoup d'espoir sur le groupe thématique pour améliorer les dialogues sur les politiques et les programmes de développement en RDC. Pour y parvenir, a indiqué Michel Balima, plusieurs défis majeurs devront être relevés. La restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire national, le renforcement de la démocratie par l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, la promotion de la réconciliation nationale, de la tolérance et de la paix, ainsi que la prévention et la résolution des conflits internes et externes. S'appuyant sur les propos de son prédécesseur, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, a fait savoir que la consolidation de la stabilité politique, le renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, l'accélération du processus de décentralisation et l'initiation à la démocratie passent par une bonne gouvernance politique. Ceci avant de citer les sous-groupes sur lesquels repose le groupe thématique Bonne Gouvernance. Élections, Parlement et partis politiques, résolution des conflits, participation citoyenne. Étant les acteurs clés du développement, les partis politiques et la société civile font également partie de ces groupes thématiques. Bientôt en circulation, les derniers ouvrages de André Chikaï-Luboya démontrent comment la République démocratique du Congo peut devenir un pays émergent en utilisant son budget comme un moyen de propulsion. Dieu merci, Nzob Mabiala vous en fait la lecture. 207 pages et une préoccupation, celle de démontrer comment la RDC peut devenir un pays émergent en faisant bon usage de son budget. André Chikaï-Luboya, auteur de l'ouvrage intitulé « La politique budgétaire de la République démocratique du Congo, de la stabilisation macroéconomique aux perspectives d'un pays émergent 2001-2011 », a utilisé ces 3 casquettes pour parvenir à rendre attractif le contenu de ce livre.
Citoyen congolais, professeur d'université, homme d'État, André Chikai pose sa problématique, à savoir comment un État mou désarticulé par une longue décennie des conflits armés a reconstitué sa capacité des finances publiques et sa capacité d'action publique. Fin de citation. Aussi passe-t-il en revue les différents budgets de la RDC depuis 2001 jusqu'en 2011 afin d'y déceler la volonté du gouvernement de faire évoluer le pays vers l'émergence. Si sa conclusion est positive, elle est néanmoins assortie d'une conditionnalité non négligeable. Pour exemple, il soutient à la page 155 que les réformes entamées à partir de 2001 et la croissance retrouvée depuis 2011 constituent aujourd'hui des fondements sur lesquels il convient de bâtir une nouvelle ambition à l'horizon 2015. Un tel défi voudrait que la RDC s'engage résolument dans une voie de gouvernance visionnaire, de planification stratégique, de rigueur budgétaire, d'efficacité des services et de participation des populations. Sans avoir l'air d'y toucher, cet ouvrage aborde des questions de gouvernance économique qui sont en réalité les vrais défis sur lesquels devraient se concentrer les politiques au lieu de s'adonner parfois à des débats désincarnés. Édité aux presses universitaires du Congo, cet ouvrage sera bientôt dans les bibliothèques et kiosques. Changement de registre, la Commission électorale nationale indépendante a échangé ce mardi avec l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Cette dernière, l'Assemblée donc, est venue s'enquérir à son tour de l'organisation du scrutin électoral prévu en 2015. Nadia Koulemfouka et Yuzen Belebele. Pour cette deuxième journée des échanges, la Commission électorale nationale indépendante CENI a conféré avec l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, conduite à sa tête par le président de cette institution, Roger Tingui, qui a voulu avoir des éclaircissements quant à l'organisation des élections locales prévues en 2014. Pour ce qui est du prolongement de mandat des députés provinciaux, eux-mêmes n'approuvent pas cette idée. Ils soutiennent au contraire l'organisation des élections. Nos préoccupations ont plus tourné sur l'organisation des élections. Vous savez, quand on va à la cité, les gens parfois nous en veulent. Les gens croient que nous, on est là, nous voulons nous éterniser. Pourtant, ce n'est pas de notre faute. Nous, on est prêts. On est prêts à participer aux élections. Il a fallu quand même connaître un peu le processus qui finalement va conduire à cette élection. C'est ce que la CENI a eu à nous expliquer. Pour les membres de la CENI, la tenue des élections urbaines, municipales et locales ne constitue nullement un obstacle pour les échéances électorales de 2016, qui renvoient aux présidentielles et législatives. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu, elle, a conféré avec le gouverneur de cette province, Julien Paluku, sur les questions de vécu quotidien de la population de cette province. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Mouligua. Deux jours durant, les membres de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et de l'exécutif provincial se sont réunis en atelier à l'hôtel Youssou de Goma pour des échanges sur certains problèmes au quotidien de la population du Nord Kivu. Au lancement de cette activité en début de semaine, le gouverneur Julien Paluku est parti par exposer la façon dont le Nord Kivu fut géré en début de son mandat, d'où il a relevé une gestion par tâtonnement, mais harmonisée avec le temps. Pour l'honorable Gilles Kizuma, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, ce cadre est une occasion de se parler de la vérité sur la gestion de la province. Au professeur El Hajimboy, assistant technique du projet d'appui aux parlementaires de l'Union européenne, de préciser que cette activité a pour objectif d'accompagner les députés et membres de l'exécutif à exercer efficacement les prérogatives leur reconnues par la Constitution dans la cohésion et la bonne collaboration. Ce mardi, à la clôture, sous invitation, les commissaires principaux de la police nationale congolaise au Nord Kivu, les directeurs provinciaux de la DGM, la Société nationale d'électricité, la Régie des eaux, ont exposé devant les amateurs des institutions provinciales du fonctionnement de leur secteur, d'où Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, a reconnu que beaucoup reste à faire en ce secteur si haut précité. Ces assises sont toutefois organisées par les projets d'appui au Parlement de l'Union européenne, en premier dans la province du Nord Kivu, et s'étendront dans d'autres provinces de la RDC d'ici tôt. Goma, Pascal Moulegou, Antenne A.
Le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Raymond Tshibanda, participe au forum politique de haut niveau sur les développements durables à New York, aux États-Unis d'Amérique. Cette rencontre est organisée par le Conseil économique et social des Nations Unies. Évaluer les niveaux d'exécution de ce qui a été réalisé et préparé au cours du séminaire de validation sur les engagements nationaux de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cela a constitué ce mardi l'objet des échanges entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de cet accord, François Momba, et les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires, Mustafa Soumari. C'est un reportage de Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzo. Les partenaires au développement, à l'exemple des Nations Unies, souhaitent que la République démocratique du Congo, l'un des États signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, puisse concrétiser ses engagements nationaux tels que la restauration de la paix dans le pays. À cet effet, un séminaire est en vue pour valider les recommandations issues des experts de groupes thématiques, gouvernement, mécanisme national de suivi et Nations Unies. Ça porte sur les 6 domaines sur lesquels le gouvernement de la RDC s'était engagé dans le cadre de l'accord cadre. Et il s'agit maintenant de pouvoir définir des repères concrets avec des indicateurs précis qui peuvent être mesurés pour permettre de voir dans le cadre de la mise en œuvre vraiment comment les activités ont été menées. Nul doute, la RDC est sur une bonne voie. Une chose est de prendre les engagements, autre chose est d'effectivement faire les choses. Après l'élaboration vient la période de validation et entre les deux périodes, il y a eu tout le travail technique de finalisation et avec l'appui du gouvernement au sens logistique, avec l'appui de nos partenaires, le mécanisme est arrivé à ce stade aujourd'hui où, à la fin de la semaine, nous allons tenir ce séminaire de validation qui va permettre effectivement aux yeux du monde d'indiquer une bonne fois pour toutes qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, les engagements pris et la volonté du président de la République. Il faut dire que plusieurs autres rencontres régionales sont prévues dans le mois à venir pour la consolidation de la paix et la stabilité dans le Grand Lac. Vous le savez, probablement, le président de la République a désigné depuis ce lundi les 9 membres qui vont devoir conduire la Cour constitutionnelle. Cette Cour est entre autres chargée de gérer les contentieux électoraux et elle est composée donc de 9 membres parmi lesquels Vundawe Tipemako, Luzolo Bambi et le professeur Banyakou Lapi et d'autres. Ils ont été rapatriés à Kinshasa lundi dernier. Les 3 témoins à charge dans l'affaire, les procureurs de la Cour pénale internationale contre Germain Katanga n'ont pas obtenu l'asile politique sollicité auprès des Pays-Bas. La CPI n'est en rien responsable de cela, a tenu à préciser le chargé de communication de la CPI RDC, Paul Maditi. Ils avaient mal calculé leur coût. Floribert Njabou et ses 2 compagnons ont été retournés à Kinshasa le 17 juillet, envoyés à la CPI par le gouvernement congolais comme témoins à charge dans l'affaire Germain Katanga contre le procureur. Ces 3 personnages ont retourné leur version de fait contre Kinshasa, espérant de ce fait se constituer exilés politiques aux Pays-Bas. Mal leur ont pris, car au terme d'une procédure en appel, le Pays-Bas a décidé de leur rapatriement à Kinshasa. Mais cela n'entache-t-il pas la renommée de la CPI? Les témoins, ils étaient pris en prison ici en République démocratique du Congo avant de se rendre à la Cour pénale internationale. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire témoigner, mais ils ont demandé asile aux autorités néerlandaises qui leur ont refusé, qui leur ont pas accordé cet asile politique. Pour la Cour, leur vie n'est pas en danger, leur sécurité est garantie, la Cour se limite à cela. Avant d'être envoyés à la CPI, les 3 hommes étaient détenus au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, CPRK.
Un mémorandum vient d'être déposé depuis ce lundi 7 juillet à la MONUSCO Bandundu par la société civile de cette province. Dans ces mémorandums, la société civile de Bandundu, par son président Prosper Njoré, sollicite des poursuites pénales à l'encontre d'un ancien d'un ancien agent de la MONUSCO, un expatrié qui est déjà rentré dans ce pays, qui a publié une vidéo sur des relations intimes qu'il entretenait avec des filles, notamment des mineurs au Bandundu. Plus de détails avec notre correspondant à Bandundu-Ville, Thierry Ngoï Kamanga. La société civile du Bandundu, par l'entremise de son président, a introduit hier lundi 7 juillet un mémorandum auprès de la MONUSCO condamnant les comportements d'un de ses fonctionnaires qui aurait laissé une vidéo dans laquelle ces derniers passaient des rapports sexuels avec des filles de la ville du Bandundu. Dans ces mémorandums, M. Prosper Njoré, président de la société civile du Bandundu, voudrait qu'au-delà des sanctions disciplinaires qui seront prises à son égard, que l'incriminé soit poursuivi pénalement pour qu'il réponde de ses actes, d'autant plus que ces derniers, comme en témoignent ces images, a eu des rapports sexuels avec des mineurs bien identifiés. Rappelons que cet expatrié d'une 60aine d'années, connu sous le nom de Georges, aurait à la fin de son mandat publié une vidéo auprès de ses proches congolais expatriés via les téléphones et les réseaux sociaux, des images dans lesquelles il passait des rapports sexuels avec des jeunes filles de la ville du Bandundu. Du coup, ces images, à l'espace de 3 jours, ont gagné tous les téléphones de presque toutes les couches de la population, créant ainsi une indignation générale, et toutes les filles dont les visages étaient identifiés seront huées dans toutes les grandes artères de la ville du Bandundu. Entre-temps, la police continue à mettre la main sur certaines personnes supposées détenir ces images. Les plus visés sont des tenanciers des cybercafés. Depuis Bandundu-Ville, Thierry Ngoï Kamanga pour Antenne A. Lancement lundi à Kinshasa du projet prise en charge des enfants vulnérables. Ce lancement est intervenu dans la commune de Kasavubu et dans les cadres d'un appui de l'ONG Dynamo International en partenariat avec le comité d'appui au travail social de rue. José Moussangana, Gédéon Lukumena. Le présent projet, financé par Dynamo International, propose la prise en charge d'au moins 3500 enfants de rue en vue de leur insertion ou réinsertion à Kinshasa, Lubumbashi et Kananga. Une prise en charge individualisée et en lien direct avec les ressources de son environnement direct et dans le cadre des missions de bureau d'intervention spéciale pour la protection de l'enfant du ministère des Affaires sociales. Une équipe d'une dizaine de travailleurs sociaux de rue ici sur Kinshasa, 5 dans la province du Kasaï et 5 dans la province du Katanga. Et donc le travail tout à fait concret des travailleurs de rue, des éducateurs de rue, on appelle ça aussi éducateurs de rue, c'est d'aller vers l'enfant dans la rue et de discuter avec lui de ses besoins, de ses difficultés, de ses rêves aussi, de ce qu'il a envie de faire. Et c'est de l'accompagner individuellement vers ce qu'il veut devenir ou vers ce qu'il veut faire. Et si c'est retourner à l'école, eh bien c'est l'accompagner individuellement pour qu'il retourne à l'école. Alors ça demande du travailleur de rue, du travailleur social de rue, de négocier avec une école pour qu'une école facilite son accession. C'est aussi faire passer des messages positifs sur un enfant en situation de rue n'est pas un déchet, n'est pas un sorcier, n'est pas un enfant serpent, c'est un enfant parmi d'autres et il a le droit d'aller à l'école comme tout autre enfant. Le partenariat entre les acteurs de terrain de la société civile, à savoir les comités d'appui au travail social de rue, les fonctionnaires du ministère des Affaires sociales et l'ONG Dynamo International, vise à la pérennité du travail de rue au sein de bureaux d'intervention spéciale pour la protection de l'enfant, au-delà de la fin du dit projet. Les enfants scolarisés, ceux qui sont donc scolarisés au complexe scolaire Homo Sapiens Chikonda, situé dans la commune de Lemba, ont bel et bien clôturé leur année scolaire dans le respect strict du calendrier. Reportage de Popol Zakor. Chant,
Poème était au menu de la clôture de l'année scolaire 2013-2014, ce 5 juillet au complexe scolaire Homo Sapiens Chikonda à Lemba-Salongo. Le promoteur de cet établissement s'est déclaré satisfait du déroulement de toutes les activités scolaires durant l'année. C'est un grand jour, non seulement pour le complexe scolaire Homo Sapiens Chikonda, mais aussi pour vous les parents et les élèves en particulier, et la République démocratique du Congo en général. Pourquoi? Parce que c'est un aboutissement d'un grand travail, d'un long périple, d'une année tout entière, où les enfants ont été jour pour jour, sur les bancs de l'école. Une fin d'année qui se termine sous une note de satisfaction, avec 78% de réussites sur 100. À l'issue de cette cérémonie de clôture, des bulletins ont été remis aux élèves de la maternelle et du primaire. Reprise de cours en septembre prochain. Les maladies professionnelles, eh bien, elles existent et Patricia Bassois vous en donne une brochette dans ce commentaire. La maladie professionnelle est un préjudice physique réalisé progressivement en rapport avec l'exposition habituelle à un risque précis. Dans la fonction publique, la maladie professionnelle est appelée maladie contractée en service. Toutes les professions sont exposées, mais certaines plus que d'autres, notamment celles des industries d'extraction, du bâtiment, de la métallurgie et du bois. À noter l'augmentation permanente des maladies professionnelles en rapport avec le geste répétitif qui représente actuellement la moitié des maladies professionnelles recensées. Toutefois, ces maladies peuvent trouver réparation, mais pour ça, certaines démarches sont obligatoires et dépendent des institutions d'un pays à un autre. Il faudra savoir que les maladies professionnelles reconnues sont les troubles musculo-squelettiques et des affections du rachis lombaire qui représentent 81% de maladies professionnelles déclarées en 2009 et dans une moindre mesure à celles des affections dues à l'amiante, 11%. Les troubles musculo-squelettiques regroupent un ensemble de pathologies diverses, tendinite, syndrome du canal carpien, etc., provoqués par un travail répétitif de muscles et des tendons, des nerfs, qui concernent toutes les professions, mais particulièrement les agriculteurs, les vendeurs ou caissiers, les ouvriers électroniques, les maçons et les cuisiniers. Mais devrons-nous arrêter le travail à cause de ces risques? À chacun sa réponse. Avec un peu plus de sport, ça peut réduire aussi les maladies professionnelles. Nous allons parler sport cette fois avec le tournoi de l'indépendance organisé par la Ligue des tennis de Kinshasa qui s'est achevé le week-end dernier avec le sacre de Denis Indondo chez les seniors, Monsieur et Nancy Onia chez les dames et Kalala chez les vétérans. Patrick Borel-Mukendi, Rigo Moulopo. Le rideau sont tombés dimanche 6 juillet au cercle de Kinshasa avec la victoire facile de Denis Indondo 2-7-0, soit 6-1, 6-1, devant Babi Bessombi dans la version masculine. Je dis merci premièrement à Beben. Il a très bien négocié la compétition jusqu'en finale. Et on a fait le nécessaire comme il vient de dire. Et j'ai gagné, donc courage à tous les joueurs. Nous sommes des joueurs professionnels, nous sommes des Kinois, on a fait l'essentiel et le fair play, on a bien joué. Dans la version féminine, Magali Kelenge s'est inclinée 2-7-0 devant Nancy Onia. Et cette fois-ci c'est 6-4, 6-1. Et je commence à limiter des scores, c'est bon déjà. Et chez les vétérans, Kalala s'est imposé 2-7-0 face à Richard Lofalanga. Vainqueurs et vaincus ont accepté sportivement le verdict de la rencontre. Tout est bien et qui finit bien pour le président de la Ligue des tennis de Kinshasa. Nous serons leurs interprètes auprès de l'autorité urbaine de manière à ce que celle-ci puisse accomplir sa promesse afin que les athlètes soient valablement récompensés. Après ces tournois, les regards des athlètes sont maintenant tournés sur l'Open international de Mwanda, prévu au mois d'août 2014. Nous allons tourner nos regards vers la presse parue aujourd'hui à Kinshasa, dans une sélection et commentaire de Patricia Molengo Mbolekuni et Eric Mbolamonsi.
Bonsoir. L'actualité de ce mardi 8 juillet est diverse. Commençons par la prospérité qui s'est intéressée aux élections locales où le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, s'est engagé à accompagner les efforts de vulgarisation du processus électoral ainsi entrepris au niveau de Kinois et Kinoises. Dans le même ordre d'idée, l'objectif renseigne que le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu, bat campagne, une campagne qualifiée de persuasion dans la ville de Kinshasa, considérée comme le bastion de l'opposition politique. Le quotidien ajoute que pour persuader les animateurs et institutions politico-administratives de la ville sur le bien fondé du calendrier électoral, Malumalu a mis ses collaborateurs à l'avant-plan. De son côté, le guide annonce que le FDLR pourrait être regroupé à Irbou, dans la province de l'Équateur. Pour l'heure, ceux qui ont déposé les armes sont au nombre de 200 avant leur retour au Rwanda. Le gouvernement congolais se propose de le regrouper une fois leurs armes déposées à Irbou, où se trouve une base de la marine militaire. Le palmarès a plutôt décortiqué un rapport de l'ONU qui, selon ces 10 rapports du M23, seraient en train de se reconstituer. Dans ce rapport d'étape très court renseigne le journal, la branche du M23 qui se trouve en Angola se réorganiserait en absence d'avancée dans le processus de rapatriement au Congo et que ces cadres circuleraient librement. Mais ces rapports mettent surtout l'accent sur 2 groupes armés, le rebelle Hutu rwandais de Force démocratique de libération du Rwanda et le rebelle ougandais de Force démocratique alliée ADF NALU. Alors que l'heure de grands enjeux semble avoir sonné, les silences d'Etienne Tshisekedi suscitent des interrogations, écrit Forum des As. Le quotidien s'interroge pour savoir par où est donc passé le charismatique et incontournable leader de l'UDPS. Question légitime de Kinois, mais pour l'instant sans aucune réponse, conclut le journal. Profitant de la tenue au Canada de la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, prêche l'effet Kabila aux Congolais, rapporte l'Observateur. Aubin Minaku a débattu avec les leaders congolais d'Ottawa sur la marche du pays, notamment la problématique de 2016, la révision de la Constitution. Enfin, sport pour finir. Les demi-finales mondiales 2014 commencent ce mardi entre les latino-américains et les Européens, à savoir le Brésil, 5 fois champion du monde, contre l'Allemagne qui est à 2 consécrations. Et l'autre match, l'Argentine et le Pays-Bas. Que le meilleur gagne. Fin de cette revue de presse. À demain. Voilà, je vous retrouve demain à 19h. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.